Alors, pour répondre à la première question, on vous demande de reprendre la vidéo de l'activité 1 et ainsi d'identifier les rôles des microbiotes dans notre organisme. Pour cela, vous deviez regarder la vidéo à partir de cet endroit-là, notamment. Hop. On vous dit ici que les microbiotes vont jouer un rôle à part entière. Le premier rôle va être de permettre la digestion de certaines particules que notre organisme lui-même n'est pas capable de digérer, donc notamment les fibres alimentaires et certains sucres que nous ne pouvons pas digérer par nous-mêmes. Donc un rôle digestif. Deuxième rôle, c'est de combattre les micro-organismes pathogènes. Ils agissent de plusieurs manières. D'abord, ils vont occuper la place, donc ils vont empêcher les micro-organismes venant de l'extérieur de prendre possession des lieux. Ensuite, le fait qu'ils se nourrissent des éléments présents, les micro-organismes pathogènes ne pourront pas s'y nourrir. Et puis en plus, ils ont tendance à libérer des substances qui vont avoir un rôle d'éliminer certains micro-organismes. Ensuite, ils agissent également avec le système immunitaire lui-même. Donc, le système immunitaire aide les microbiotes, mais les microbiotes en retour stimulent le système immunitaire, ce qui permet d'augmenter la résistance aux autres pathogènes. Voilà pour les principaux rôles. Il semble qu'il y ait également un rôle au niveau du système nerveux, mais rien n'a encore été totalement démontré à ce sujet. Alors, maintenant, concernant la deuxième question, on vous demande de vous appuyer sur les documents 1, 2 et 3 pour expliquer l'origine d'une grande diversité de microbiotes d'un individu à l'autre. Donc le document 1 nous montre que dès la naissance, ça on l'avait déjà vu dans l'activité 1, on acquiert notre flore intestinale notamment, et donc nos microbiotes. Ils vont nous être propres d'une part parce qu'on récupère ceux de notre mère, donc ceux de notre mère nous est transmis, et notre mère n'aura pas les mêmes microbiotes, donc l'enfant n'aura pas les mêmes microbiotes, mais en plus, en fonction du mode de naissance que l'on va avoir, on n'aura pas forcément les mêmes microbiotes non plus. Donc des jumeaux, dont un va naître par voie basse et l'autre naîtrait par césarienne, par exemple, n'auraient pas la même flore intestinale. On le voit ici, les microbiotes vaginaux que l'on observe avec cette diversité représentée par ces bandes de couleurs. On retrouve bien le même type de microbiote chez le nouveau-né par voie basse, alors que les microbiotes cutanés, c'est-à-dire ceux qu'on va avoir sur la peau, du ventre, des jambes, des mains, des joues, qui sont représentés par cette diversité-là, eh bien on les retrouve chez les microbiotes des nouveau-nés par césarienne cette fois. Donc on a bien une diversité qui s'acquiert en fonction du type de naissance qu'on va avoir. On a également une diversité qui peut s'acquérir en fonction de certaines habitudes dès l'enfance, c'est-à-dire les habitudes alimentaires qui sont décrites ici. Un enfant italien par rapport à un enfant du Burkina Faso ne vont pas avoir les mêmes alimentations. L'italien va être allaité jusqu'à 1 an à peu près, puis il va avoir une alimentation très calorique, riche en sucre et assez pauvre en fibres et riche en viande notamment. Alors que l'enfant du Burkina Faso va être allaité jusqu'à ses 2 ans et il aura beaucoup plus de légumes, de féculents, mais par contre très pauvre en viande. Donc on va se rendre compte qu'on a 2 types de bactéries. On peut noter que les proportions de bactéries présentes dans la flore intestinale de l'enfant italien ne vont pas être les mêmes que celles de l'enfant du Burkina Faso. Et une des techniques de calcul, c'est de comparer les bactéries de type Bacteroidetes par rapport aux bactéries de type Firmicutes. Et donc on fait le rapport entre les deux et ça permet de se rendre compte de la diversité, la variation de la diversité. On va donc avoir ce rapport à 1,9 chez des Italiens alors qu'on sera à un rapport de 0,16 chez les enfants du Burkina Faso en moyenne. Donc on a bien une diversité des microbiotes très variable d'un enfant à l'autre liée à l'alimentation globalement.
Enfin, dernier facteur décrit dans la ressource 3, il s'agit de l'utilisation de certains médicaments comme les antibiotiques. Donc ici, on a le cas d'un individu qui a subi un traitement antibiotique pendant une semaine. Voilà la diversité bactérienne qu'il avait avant ce traitement. Au bout de 7 jours, la diversité bactérienne, il n'y en a plus. Il ne reste plus que cette catégorie de bactéries qui étaient présentes au départ. Toutes les autres ont été éliminées. On se rend compte que même au bout de 7 jours, une fois que l'antibiotique n'est plus administré, nous n'avons toujours pas une récupération des bactéries qui étaient présentes initialement. Jusqu'à 9 mois après le traitement antibiotique, on n'a toujours rien. Au bout de 12 mois, on commence à voir réapparaître d'autres bactéries qui ne sont plus exactement les mêmes que celles qui étaient présentes au départ. 18 mois, la proportion de ces bactéries a encore changé, et au bout de 24 mois, on a même changé encore le type de bactéries. Donc on voit bien qu'on a un déséquilibre total au niveau de la flore intestinale. Les bactéries présentes, les microbiotes ici, n'arrivent pas à être régulées et à se restabiliser 24 mois après la prise d'antibiotiques. Donc l'autre risque au niveau de cette prise d'antibiotiques, c'est comme on a éliminé un grand nombre des bactéries qui étaient présentes et qui étaient saines, elles ne vont plus jouer ce rôle de compétition. On va avoir certaines bactéries qui, elles, vont résister par exemple à cet antibiotique, qui d'habitude ne provoque pas de maladie, sauf que là, elles ont toute la place pour se propager, et elles vont donc pouvoir être néfastes et se développer beaucoup mieux, déclenchant ainsi des troubles intestinaux importants parfois chez la personne. Alors dans cette partie-là du document, on s'y intéressera un petit peu plus tard, il s'agit des traitements, on y reviendra dans une prochaine question. Dans la question 3, on vous demande, à partir des ressources 4 ici, de montrer que certaines maladies sont dues à un déséquilibre en microbiote. Alors, on a le document B qui est à traiter par tout le monde, ici, qui nous montre que on a affaire à des jumeaux, un qui est obèse et un qui est mince. On a transmis les microbiotes intestinaux de chacun de ces jumeaux à des catégories de souris, et on va donc observer leur comportement. Quand elles sont élevées séparément, les souris qui ont reçu les microbiotes du jumeau obèse vont devenir grosses, vont grossir, alors que les souris qui ont reçu les microbiotes du jumeau qui est mince restent minces. Par contre, si on les élève ensemble, on se rend compte qu'elles vont rester minces, elles vont toutes rester minces. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que les souris sont des coprophages, c'est-à-dire qu'elles mangent les crottes des autres souris. Et donc, on sait également qu'il y a de nombreux micro-organismes, de nombreuses bactéries provenant du microbiote intestinal qui se retrouvent dans les excréments. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? C'est qu'on peut supposer que les microbiotes présents vont avoir un rôle important sur l'obésité. Alors, deuxième document, ici, à étudier uniquement par les élèves qui souhaitent continuer la spécialité l'année prochaine. Dans ce document, on étudie le diabète, et donc on pense que le diabète a une origine au niveau de l'alimentation. On va donc mettre en place un régime alimentaire sur 39 personnes, et puis observer si effectivement on a bien une amélioration du nombre de bactéries présentes dans l'intestin, avec le rapport entre deux bactéries comme on l'a vu précédemment déjà. Donc au niveau des résultats, il s'avère que il y a deux catégories de personnes qui ont des résultats qui sont différents et qui ont donc été regroupés dans deux groupes distincts. Le groupe 1, dont avant le régime on avait déjà une faible proportion par rapport à ce rapport des deux bactéries. Et puis on voit qu'on a beau mettre en place un régime alimentaire avec des fibres, on a une très très faible variation de ce pourcentage. Par contre, dans un groupe 2, on avait davantage le rapport entre Prevotella et Bacteroidetes était plus élevé, et on se rend compte que au bout d'un certain temps du régime, donc après 3 jours de pain blanc, on a une diminution, alors qu'avec du pain complet, on a une réelle grande augmentation de ce rapport. Donc on peut déjà dire que les probiotiques vont être en relation avec l'alimentation. Ça, c'est un fait.
Mais on peut également se demander si on n'a pas une action directe en lien avec la consommation de sucre. Donc ici, on a dans le document 2 une étude qui est faite sur des souris qui ont récupéré les probiotiques, enfin les microbiotes du groupe 1 ou les microbiotes du groupe 2. Que voit-on? Donc d'abord, quel que soit le type de souris, avant l'administration de la grosse quantité de sucre comme on vous l'a dit, eh bien ils ont toutes exactement la même quantité de sucre. Lorsque on administre le glucose, une souris qui n'est pas malade, hein, qui n'a pas de diabète, va avoir une augmentation de ce glucose correspondant à la quantité donnée, et puis on va avoir une régulation assez rapide de ce glucose par la suite. Une souris qui, elle, est diabétique, donc la courbe va augmenter énormément, le sucre va augmenter très très vite, et puis va avoir beaucoup de mal à redescendre et à se restabiliser. Une souris qui est diabétique et qui a un microbiote de groupe 1, comme ici, va suivre exactement la même ligne que la souris diabétique initiale. Alors que la souris diabétique qui a été greffée de microbiote du groupe 2, elle, on se rend compte que elle va avoir une régulation de ce glucose qui va se faire quand même plus rapidement. Alors ça n'est quand même pas une souris non malade, mais le fait d'avoir juste changé les microbiotes dans son organisme fait que la régulation du glucose a été quand même nettement plus rapide. Donc ici, on peut bel et bien dire qu'il y a une régulation du glucose qui a été faite grâce à un type de microbiote et qu'avec un autre type de microbiote, ça n'est pas possible. On en vient donc à la dernière question qui est quel type de médicament pourrait être mis en place pour essayer de soigner certaines de ces pathologies. Donc dans le document 3, ici, on a parlé d'injecter en fait des microbiotes, soit des microbiotes qui ont été récupérés dans les selles de certaines personnes qui possèdent les bactéries qui sont intéressantes, soit isoler et faire des cultures de bactéries qui permettent d'avoir des gélules de probiotiques, qu'on appelle ça, qui permettent de stimuler certains types de bactéries. Ou alors, on a aussi un régime alimentaire. On voit bien que certains régimes alimentaires vont permettre d'augmenter certains rapports de bactéries les unes par rapport aux autres. Donc voilà les différentes pistes qui ont en cours pour pouvoir améliorer certaines maladies.